Le papier, d'abord, toujours le papier. Dans l'Angleterre de la fin du XVIIe siècle, avant même que la mer ne vous prenne l'odorat avec son sel et ses algues, avant même que le goudron ne vous colle aux doigts, il y a des lignes noires sur des feuilles blanches, registres de port, rôles d'équipage, contrats d'armement, ordres scellés, lettres de change, et plus loin dans les bureaux des compagnies et des armateurs, d'autres feuilles encore, listes de marchandises, primes d'assurance, instructions au capitaine, et ces mots qui ont l'air neutres, presque propres, mais qui portent déjà la violence comme une lame. Dans une manche, cargaison, pièces d'Inde, nègre, pertes acceptables, George Lauter naît vers 1690, vert, parce que même sa naissance flotte dans une brume d'archives, pas de portrait certain, pas de journal intime retrouvé dans une malle, un nom, une période et ensuite la mer qui avale les détails. C'est déjà un signe. Dans ce monde-là, on peut être un homme réel et n'être qu'une trace administrative, une signature au bas d'un ordre, un nom griffonné sur un rôle, et pourtant ce nom finira par se coller à une histoire qui sent la poudre, le rhum, la peur et la discipline. Pour comprendre comment un officier subalterne, un homme de bord formé à l'obéissance, peut glisser jusqu'à devenir capitaine pirate, il faut d'abord regarder ce qu'est un navire marchand anglais au tournant du siècle. Ce n'est pas un décor romantique, c'est une usine flottante. Une machine à transformer du bois, du chanvre, du fer et des corps humains en profitent. Une machine qui ne tolère pas l'improvisation parce que l'improvisation en mer tue. Les voiles doivent être carguées au bon moment, les manœuvres exécutées sans discussion, les quarts tenus même quand la fatigue vous brûle les yeux. La discipline n'est pas un luxe moral, c'est une condition de survie. Et cette discipline, on la fait tenir avec des mots et avec des coups. Le marin ordinaire, celui qui grimpe dans la mâture, qui pompe, qui hale, qui dort sur des planches humides, vit sous un régime de contraintes permanentes. Les salaires sont souvent en retard, parfois volés. Les vivres se gâtent. Le biscuit est plein de charançon, l'eau croupit dans les barriques, la viande salée devient une éponge brune, le scorbut gonfle les gencives, les fièvres emportent les plus faibles, et au-dessus de cette masse d'hommes, il y a une hiérarchie nette, dure, presque militaire. Le capitaine, les lieutenants, le maître. D'équipage, le quartier-maître, le bosco, les officiers subalternes, chacun a sa place. Chacun a son droit de punir. Lauter, lui, n'est pas né dans la cale. Il n'est pas un simple matelot anonyme. Les sources le montrent comme officier, et même comme second sur un navire négrier, le Gambia Castle. Être second, ce n'est pas seulement savoir naviguer, c'est savoir compter, écrire, tenir des registres, faire appliquer des ordres, c'est être l'homme qui fait le lien entre la volonté du capitaine et les bras de l'équipage. C'est aussi souvent être celui qui encaisse la haine des matelots, parce que le capitaine peut rester une figure lointaine, tandis que le second est là, au quotidien, à distribuer les tâches, à surveiller, à sanctionner. On imagine mal aujourd'hui ce que signifie navire négrier si l'on se contente d'un mot. Le navire négrier, c'est une architecture de la contrainte. On modifie l'intérieur, on ajoute des cloisons, des barreaux, des anneaux de fer. On calcule l'espace non pas pour des tonneaux de sucre ou des ballots de coton, mais pour des corps vivants. On parle de têtes, de pièces. On mesure la rentabilité en fonction du nombre embarqué et du nombre débarqué, et l'équipage, lui aussi, est pris dans cette logique. Il doit maintenir l'ordre parmi des captifs enchaînés, affamés, terrorisés, parfois malades, parfois désespérés au point de préférer la mort à l'arrivée. Le commerce atlantique au début du XVIIIe siècle est une guerre économique permanente. Les nations se disputent les routes, les ports, les monopoles. Les traités se signent et se déchirent. Les corsaires deviennent pirates. Les pirates se font parfois corsaires, selon la couleur du pavillon et la validité d'un papier. La frontière est mince et elle est faite d'encre. Un document peut transformer un acte de prédation en service rendu à la couronne. Sans ce document, le même acte vous mène à la potence. Dans ce monde, un officier comme Lauter apprend très tôt une chose essentielle. La violence n'est pas une anomalie. Elle est intégrée, elle est légale, elle est comptable. On fouette pour l'exemple. On met au fer, on rationne, on menace, on promet. On achète la loyauté avec des parts, on la maintient avec la peur. Et quand on transporte des captifs, la violence devient un langage quotidien, presque administratif. On note les morts, on note les malades, on note les tentatives de révolte, on note les punitions. Le papier suit la souffrance comme une ombre. Le Gambia Castle. Rien que le nom évoque une façade de fort sur une côte africaine, un comptoir, des canons pointés vers la mer et vers l'intérieur, des terres, des transactions faites à l'ombre de murs blanchis à la chaux. Les navires de ce type ne sont pas seulement des moyens de transport,
ils sont des maillons d'un système. Ils partent d'Angleterre chargés de marchandises destinées au troc, textiles, armes, alcool, quincaillerie, et reviennent des Amériques, avec du sucre, du tabac, de l'indigo, parfois de l'or, parfois du cacao. Entre les deux, l'étape la plus rentable et la plus infâme, l'embarquement d'êtres humains sur la côte d'Afrique, puis la traversée vers les Antilles ou l'Amérique. À bord, l'air est un mélange de goudron, de sueur, de fumée de cuisine, de bois humides. Le pont colle sous les semelles, les cordages râpent les paumes. La mer n'est pas un horizon poétique, c'est une force qui casse les mâts, qui ouvre les coutures de la coque, qui transforme une erreur de manœuvre en catastrophe. Et dans cette mécanique, le second est un rouage essentiel. Il doit être partout. Il doit vérifier les quarts, surveiller les hommes, faire respecter les consignes, gérer les conflits et parfois, quand la situation dégénère, prendre des décisions rapides, brutales. On ne devient pas second par hasard. Il faut une réputation de compétence. Il faut savoir lire une carte, estimer une position, comprendre les vents, les courants, les saisons. Il faut savoir parler aux hommes, ou du moins les faire obéir. Il faut aussi souvent être capable de fermer les yeux sur certaines choses, ou de les justifier, parce que la mer marchande n'est pas un monde de vertu. C'est un monde de nécessité et d'opportunisme. Les capitaines trichent sur les rations. Les officiers prennent des commissions. Les matelots volent ce qu'ils peuvent. Tout le monde survit comme il peut. L'auteur grandit dans une Angleterre qui sort des grandes convulsions du siècle précédent et qui entre dans une ère de puissance maritime. Londres est un ventre immense qui avale des marchandises venues du monde entier. Les docks sentent le café, le sucre, le poisson, la vase. Les tavernes sont pleines de marins qui racontent des tempêtes, des combats, des ports lointains. Les affiches promettent des embarquements, des primes, des aventures. Mais derrière les récits, il y a la réalité. Beaucoup d'hommes s'engagent parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. La mer est un employeur brutal, mais elle paie, parfois, et elle offre une échappatoire à la misère des rues. Dans les années qui précèdent l'apogée de la piraterie caribéenne, la région est déjà un théâtre de prédation. Les guerres européennes ont laissé des milliers de marins entraînés, habitués à la violence, soudain sans emploi quand les traités mettent fin aux hostilités. Les navires de guerre sont désarmés, les corsaires perdent leurs lettres de marque, et ces hommes savent faire une chose, prendre. Ils connaissent les routes, ils connaissent les faiblesses des marchands, ils savent que les Antilles sont un labyrinthe d'îles, de passes, de criques, où l'on peut se cacher. Ils savent aussi que les gouverneurs coloniaux sont parfois complices, parfois impuissants, souvent corruptibles. Mais l'auteur, au départ, est du côté de l'ordre, du côté des papiers, du côté des registres. Il est l'homme qui fait fonctionner la chaîne, et c'est là que le paradoxe commence à se former, comme une fissure dans une coque, parce que l'ordre qu'il sert n'est pas un ordre juste, c'est un ordre qui exploite, qui bat, qui vend, qui jette, et l'officier qui applique cet ordre voit tout. Il voit les hommes mourir de maladie parce qu'on a économisé sur les vivres. Il voit les punitions infligées pour maintenir une discipline qui sert d'abord le profit. Il voit les captifs entassés, et il sait que leur souffrance est une ligne dans un compte. Le second d'un navire négrier doit aussi gérer la peur, pas seulement la peur des captifs, la peur de l'équipage. Parce qu'un navire négrier est un navire où l'on sait qu'une révolte peut éclater à tout moment, les captifs sont plus nombreux que les marins. Ils sont enchaînés, oui, mais ils sont vivants, et ils peuvent se coordonner, profiter d'une négligence, d'une tempête, d'un moment où les hommes de quart sont épuisés. Les officiers vivent avec cette tension permanente, ils dorment mal, ils gardent leurs armes à portée, ils surveillent les écoutilles comme on surveille une poudrière. Et puis il y a l'autre peur, celle de l'équipage envers ses propres officiers. Sur un navire marchand, la mutinerie est le crime absolu, elle est punie de mort. Mais elle existe. Elle existe parce que les hommes sont poussés à bout, parce qu'on les trompe sur la paix, parce qu'on les affame, parce qu'on les bat, parce qu'on les envoie mourir de fièvre sur des côtes lointaines. La mutinerie n'est pas une folie soudaine, c'est souvent une décision froide, prise quand la balance entre la peur de la potence et la certitude de crever à bord bascule. L'auteur, en tant que second, est au cœur de cette balance. Il est celui qui peut apaiser ou enflammer, celui qui peut faire respecter une discipline supportable ou insupportable, celui qui peut, par un mot, par un geste, par une punition de trop, transformer un équipage mécontent en équipage prêt à tout. Le début des années 1720 approche, et avec lui une mer qui change. L'âge d'or de la piraterie, celui des grands noms qui circulent dans les gazettes et les tavernes, est déjà en train de se refermer comme un piège. Les autorités britanniques, espagnoles, françaises, néerlandaises ont compris que la piraterie n'est pas seulement une nuisance, c'est une menace économique et politique.
Les gouverneurs reçoivent des ordres plus stricts, les patrouilles se renforcent, les amnisties sont proposées, mais elles sont aussi des filets. On promet le pardon, on exige la reddition, on surveille, on traque ceux qui refusent. La mer devient plus petite, non pas parce qu'elle rétrécit, mais parce que les refuges se raréfient. Dans ce contexte, un navire comme le Gambia Castle navigue avec une double vulnérabilité. Il est lourd, chargé, pas conçu pour la vitesse. Il transporte une cargaison humaine qui peut se transformer en chaos, et il est une cible idéale pour des prédateurs rapides, bien armés, qui connaissent les routes. Les pirates ne sont pas des fantômes, ce sont des professionnels. Ils lisent les vents, ils observent les silhouettes à l'horizon, ils savent reconnaître un marchand riche à sa voilure, à sa ligne, de flottaison à sa lenteur, mais le danger peut aussi venir de l'intérieur, et c'est là que l'auteur entre dans l'histoire de manière nette, presque brutale. Les sources le placent comme officier sur le Gambia Castle, et c'est sur ce navire que se produit l'événement qui va le faire basculer, une mutinerie, un détournement, un acte qui transforme un homme de règle en homme de rupture. Avant ce basculement, il faut imaginer la routine, les quarts qui s'enchaînent, le soleil qui tape sur le pont, puis les nuits où l'humidité vous pénètre jusqu'aux os, les ordres criés dans le vent, les jurons, les prières parfois quand la mer se fâche, les réparations constantes, une voile déchirée, un cordage usé, une pompe qui fatigue. Le navire est un organisme qui se dégrade en permanence et l'équipage passe son temps à le maintenir en vie. Le second tient des listes. Il note les rations distribuées, il surveille les stocks, il fait l'appel, il consigne les punitions, il écrit encore et encore, parce que sans écrit, pas de preuve. Sans preuve, pas de paiement. Sans paiement, pas de profit. Et sans profit, l'armateur vous écrase. Le papier est une arme froide. Dans les ports, quand le navire mouille, la tension ne retombe pas. Au contraire, les hommes veulent descendre à terre, boire, dépenser, oublier. Les officiers veulent éviter les désertions. Les autorités locales veulent percevoir des taxes, contrôler les cargaisons, surveiller les étrangers. Les tavernes sont des lieux de recrutement et de pièges. On y trouve des informateurs. On y trouve des hommes qui cherchent à vendre des nouvelles. Tel navire est parti hier, chargé de sucre. Tel capitaine a de l'or à bord. Tel gouverneur ferme les yeux contre une part. Les rumeurs circulent plus vite que les navires. L'auteur, officier, entend ces rumeurs. Il voit les hommes qui reviennent à bord ivres, blessés, parfois avec des dettes. Il voit les disputes. Il voit les couteaux. Il voit aussi, peut-être, l'injustice nue. Les officiers mangent mieux, dorment mieux, ont plus de chances de survivre. Les matelots, eux, sont remplaçables. On les recrute à la chaîne. On les presse parfois de force. On les jette. Et puis il y a la question de l'honneur, ce mot qui, en mer, a une texture particulière. L'honneur d'un officier, c'est sa réputation de compétence et de fermeté, mais c'est aussi sa capacité à protéger ses hommes, dans une certaine mesure. Un officier qui laisse l'équipage mourir de faim perd le contrôle. Un officier qui frappe sans raison provoque la haine. Un officier qui se montre faible invite la mutinerie. Tout est équilibre, tout est tension. George Lauter est décrit par ce que l'on peut reconstituer comme un homme capable d'organiser, un homme qui sait écrire, un homme qui sait faire fonctionner un groupe. Ce n'est pas un détail. Dans la piraterie, la compétence la plus rare n'est pas le courage, c'est la gestion. Faire tenir ensemble une bande d'hommes armés, souvent ivres, souvent traumatisés, souvent avides, c'est un art. Et cet art, Lauter l'apprend dans la marine marchande, dans le cadre le plus dur qui soit, celui d'un navire négrier. Le navire négrier impose une discipline extrême parce que la moindre faille peut être fatale. On verrouille, on compte, on surveille, on punit, on fait des rondes, on garde les armes prêtes. On organise des équipes pour nettoyer la cale, pour évacuer les morts, pour soigner les malades. Quand on le fait, on impose des règles d'hygiène minimales, non pas par humanité, mais parce qu'une épidémie peut ruiner la cargaison et tuer l'équipage. Même la compassion, quand elle existe, est contaminée par le calcul. Et c'est là que le personnage de Lauter devient intéressant, presque inquiétant, parce qu'il n'est pas un rêveur qui s'évade vers la piraterie comme on s'évade vers une liberté abstraite. Il est formé dans un système où la violence est rationnelle, où l'ordre est imposé pour servir un objectif économique, où l'écriture est un outil de contrôle. Quand un homme comme lui bascule, il n'emporte pas seulement une rage, il emporte une méthode. On peut imaginer son quotidien de second comme une succession de micro-décisions. Qui punir? Qui ménager? Qui promouvoir à un poste de confiance? Qui surveiller? Qui écouter? Parce qu'un officier intelligent écoute, il écoute les plaintes, les murmures, les blagues qui deviennent des menaces. Il sait que la mutinerie ne commence pas par un coup de feu. Elle commence par des regards, par des silences,
par des hommes qui cessent de chanter en manœuvrant. La mer des Caraïbes et de l'Atlantique occidental, à cette époque, est un espace saturé de routes commerciales. Les navires vont de la Jamaïque à la Barbade, de la Martinique à Saint-Domingue, de la Caroline à Londres. Les convois existent, mais ils ne couvrent pas tout. Les marchands prennent des risques pour gagner du temps, et les pirates exploitent ces risques. Ils savent que la vitesse est une arme. Ils savent que l'information est une arme. Ils savent que la peur est une arme. L'auteur, encore officier, voit cette peur de près. Il voit des navires qui croisent au large et qui changent de cap dès qu'ils aperçoivent une voile suspecte. Il voit des capitaines qui ordonnent de masquer les feux la nuit. Il voit des hommes qui parlent de tel pirate comme d'un démon et de tel autre comme d'un homme raisonnable avec qui on peut négocier. La piraterie a déjà ses nuances, ses réputations, ses codes implicites, et ces codes, paradoxalement, sont aussi du papier. Des proclamations, des avis de recherche, des récits imprimés, des confessions, arrachées, des procès-verbaux. Dans les ports britanniques et coloniaux, on affiche des annonces, on promet des récompenses, on décrit des silhouettes, des cicatrices, des noms, on imprime des récits de capture et d'exécution pour dissuader. La potence est un spectacle. On pend les pirates au bord de l'eau, parfois on laisse les corps exposés dans des cages de fer pour que la marée et les oiseaux fassent leur travail. Le message est clair. La mer peut être un espace de liberté, mais le rivage appartient à l'État. Et pourtant, malgré ces menaces, des hommes continuent de basculer. Pourquoi? Parce que la mer marchande est elle-même une forme de prison. Une prison où l'on travaille jusqu'à l'épuisement, où l'on est battu, où l'on est trompé. La piraterie, dans l'imaginaire des marins, n'est pas seulement le crime. C'est parfois la promesse d'un partage plus équitable, d'une voix au chapitre, d'une revanche contre des capitaines tyranniques, une promesse souvent mensongère, souvent sanglante, mais une promesse quand même. L'auteur, officier, est placé exactement au point où ces deux mondes se touchent. Il connaît la discipline légale, il connaît la colère illégale, il sait ce que vaut un homme sur un registre, il sait ce que vaut un homme quand il tient un mousquet. On ne sait pas tout de ses premières années, on ne sait pas précisément où il a appris la navigation ni qui l'a formé, mais on peut reconstituer le parcours typique d'un officier de cette époque. On commence souvent comme mousse, garçon de cabine, apprenti. On apprend à faire des nœuds, à grimper, à lire le ciel, on apprend à obéir. Puis si l'on sait lire et compter, si l'on a des appuis, si l'on survit, on monte, on devient matelot qualifié. Puis on obtient un poste de responsabilité. Le monde maritime est dur, mais il offre une mobilité que la terre refuse parfois. À condition d'accepter ses règles, à condition d'accepter sa brutalité, et cette brutalité, l'auteur la respire, elle devient normale, elle devient un outil. C'est peut-être cela, le plus glaçant. La violence n'est pas un dérapage. Elle est une compétence. Le Gambia Castle, comme beaucoup de navires de commerce armés, n'est pas sans défense. Il peut porter des canons, des pierriers, des armes légères, mais sa défense dépend de la cohésion de l'équipage. Un navire peut avoir des canons et être vulnérable si les hommes refusent de se battre, ou s'ils sont trop malades, ou s'ils haïssent leurs officiers. La force d'un navire, ce n'est pas seulement le bois et le fer, c'est la volonté collective de tenir. Et c'est là que le second joue un rôle crucial. Il est le gestionnaire de cette volonté. Il doit maintenir une forme de justice interne, même minimale, pour éviter l'explosion. Il doit parfois négocier avec les hommes, promettre des rations supplémentaires, fermer les yeux sur un vol mineur, éviter une punition qui mettrait le feu aux poudres. Il doit aussi, paradoxalement, être capable d'une dureté exemplaire quand il le faut, pour montrer que l'ordre tient. Ce mélange de calcul et de force, l'auteur le maîtrise. On le devine à travers ce qu'il deviendra plus tard. Un homme qui rédigera des articles, un code de bord pirate, un homme qui comprendra que même les hors-la-loi ont besoin de règles, de procédures, de sanctions, de parts définies. On n'invente pas cela dans une taverne, entre deux verres. On l'apprend dans les structures existantes, on le détourne. Il y a aussi dans la vie d'un officier de navire négrier une proximité constante avec l'hypocrisie. On parle de civilisation, de commerce, de chrétienté, et on transporte des hommes enchaînés. On parle de loi et on bat jusqu'au sang. On parle de propriété et on vole des vies. Un esprit peut s'y briser, un autre peut s'y endurcir. Un troisième peut y trouver une justification pour tout renverser, non pas par compassion, mais par ressentiment, par opportunisme, par désir de ne plus obéir. L'auteur n'est pas présenté par l'histoire comme un abolitionniste avant l'heure, ni comme un moraliste. Rien ne permet de lui prêter une révolte humanitaire contre l'esclavage. Ce serait trop simple, trop confortable. Il est plutôt le produit de ce système. Un homme qui a vu comment la violence institutionnelle fonctionne et qui comprend qu'en changeant de camp, il peut en récolter les
fruit pour lui-même et pour ses hommes. La mer, elle, ne juge pas. Elle use, elle casse, elle efface. Elle prend les navires comme elle prend les hommes. Elle gonfle les voiles et elle les déchire. Elle porte les rumeurs et elle noie les preuves. Et c'est peut-être pour cela que le papier devient si important. Parce que tout ce qui n'est pas écrit peut disparaître. Un homme peut mourir sans témoin. Un navire peut sombrer sans laisser de traces. Une mutinerie peut être étouffée, un crime peut être maquillé. Le papier, lui, reste quand il reste. Il peut être brûlé, perdu, mouillé, mais tant qu'il existe, il fixe une version des faits. L'auteur, officier, vit dans ce monde où l'écrit est une arme de pouvoir. Les capitaines écrivent des rapports, les armateurs écrivent des instructions, les autorités écrivent des proclamations, les tribunaux écrivent des sentences, et les marins, souvent analphabètes, subissent ces mots sans pouvoir les contester. Celui qui sait écrire a un avantage immense. Il peut formuler des règles, il peut faire signer. Il peut donner une apparence de légitimité à ce qui n'en a pas. On imagine le second l'auteur penché sur une table dans une cabine étroite, une lampe qui fume, une plume qui gratte, le roulis qui fait trembler l'encre. Il note des chiffres, il note des noms, il note des infractions, il note des distributions, il note des morts. Et chaque note est un petit acte de pouvoir. Mais le pouvoir d'un second est aussi fragile. Il dépend du capitaine, il dépend de l'équipage, il dépend de la chance. Une tempête peut vous tuer, une maladie peut vous emporter, un coup de couteau dans une taverne peut vous finir, et surtout une mutinerie peut vous renverser en une minute. Le second est souvent la première cible, parce qu'il est le bras de la discipline. Alors comment un homme dans cette position en vient-il à être élu capitaine par des mutins, comme cela arrivera sur le Gambia Castle? Cela signifie qu'à un moment, une partie de l'équipage le regarde et se dit « Celui-là peut nous mener, celui-là sait naviguer, celui-là sait organiser, celui-là sait parler, ou au moins celui-là sait faire peur aux autres. » Cela signifie aussi qu'il a su, avant l'explosion, se placer de manière ambiguë, ni totalement du côté du capitaine, ni totalement du côté des hommes. Assez proche pour comprendre leur colère, assez compétent pour être crédible, assez prudent pour ne pas être éliminé avant l'heure. Dans la marine marchande, les tensions entre capitaines et officiers existent. Les capitaines peuvent être tyranniques, cupides, paranoïaques. Ils peuvent accuser leurs seconds de complot, les humilier, les priver de leur part, les rendre responsables des échecs. Un second peut nourrir une rancœur froide, une rancœur qui ne se dit pas, une rancœur qui attend son moment. Et puis il y a l'argent, toujours l'argent. Les officiers ne sont pas des saints. Ils veulent leur part, ils veulent monter, ils veulent un navire à eux, un commandement, une fortune. Mais la voie légale est lente, incertaine, dépendante des réseaux. La voie illégale est rapide, brutale. Mais elle peut offrir en quelques prises ce que des années de service ne donneront jamais. Dans les tavernes, on raconte des pirates qui dépensent en une nuit ce qu'un marin gagne en un an. On raconte des hommes qui portent des bagues, des tissus fins, des armes ornées. On raconte aussi leurs fins, pendus, trahis, noyés. Mais l'esprit humain est ainsi fait. Il entend la promesse plus fort que l'avertissement. L'auteur, en tant qu'officier, a accès à des informations précieuses, les routes prévues, les cargaisons, les faiblesses, les ports où l'on peut se ravitailler, les capitaines qui sont prudents, ceux qui sont imprudents. Il sait comment un navire réagit sous pression, il sait combien de temps il faut pour virer de bord, il sait où se trouvent les armes, il sait comment neutraliser un adversaire sans détruire la coque, parce que la coque, c'est la vie. Cette connaissance, c'est un capital, et ce capital peut être investi dans la piraterie, mais avant d'être pirate, il est encore dans l'ordre. Et l'ordre, à ce moment-là, commence à se raidir. Les autorités britanniques veulent nettoyer les routes, les gouverneurs coloniaux reçoivent des instructions, les amnisties sont brandies comme des carottes, les potences comme des bâtons, les journaux publient des récits de procès, les sermons dénoncent les ennemis de l'humanité, les marchands se plaignent, les assurances augmentent, la pression monte. Sur un navire négrier, cette pression se traduit par des exigences accrues. Il faut livrer la cargaison, il faut éviter les pertes, il faut maintenir la discipline, il faut arriver à temps. Chaque jour de retard coûte, chaque mort coûte, chaque révolte coûte. Et quand les coûts augmentent, les capitaines serrent la vis. Ils réduisent les rations, ils punissent plus, ils deviennent plus durs. Et plus ils deviennent durs, plus ils alimentent la possibilité d'une explosion. Le second, lui, est pris entre deux feux. Il doit satisfaire le capitaine et maintenir l'équipage. Il doit être loyal et pragmatique. Il doit être le gardien de l'ordre et le gestionnaire du chaos. C'est une position qui use. Une position qui peut rendre cynique. Une position qui peut pousser à chercher une sortie. La sortie, pour certains, c'est la désertion. Pour d'autres, c'est la mutinerie.
Pour d'autres encore, c'est la piraterie, qui est une mutinerie prolongée, une mutinerie qui se transforme en mode de vie. Lowther n'est pas encore le nom qui circulera plus tard dans les récits de pirates. Il est encore un officier parmi d'autres, un homme de mer dans un monde saturé d'hommes de mer, mais déjà il porte en lui ce mélange dangereux, la compétence administrative et la capacité de rupture, le goût des règles et la tentation de les réécrire, le respect de la hiérarchie et la compréhension intime de ses failles, et puis il y a cette idée qui commence à se former chez beaucoup de marins de l'époque: si la loi sert les riches, si la discipline sert les armateurs, si la violence est déjà là, légale, quotidienne, pourquoi ne pas prendre cette violence et la retourner? Pourquoi ne pas faire de la mer un espace où l'on impose ses propres règles? Des règles écrites, oui, mais écrites par ceux qui tiennent les armes, pas par ceux qui tiennent les bureaux. Ce n'est pas une justification morale, c'est une logique de survie et de profit, une logique qui naît dans les interstices du système, le papier contre la mer, le papier des armateurs contre le vent qui déchire les voiles, le papier des tribunaux contre le sel qui efface les traces, le papier des ordres contre la réalité d'un équipage affamé. Lowther vit au milieu de ces papiers, il les manipule, il les respecte, il les craint. Et un jour, il les utilisera autrement. Pour l'instant, il est encore sur le Gambia Castle, dans cette routine tendue, dans cette odeur de bois humide et de graisse rance, dans ce monde où l'on compte les hommes comme on compte les barriques. Il est encore l'homme qui fait appliquer la discipline, mais la discipline, quand elle est trop serrée, casse. Et quand elle casse, ce n'est pas une fissure élégante. C'est une explosion. Les années 1720 ne pardonnent pas. La mer est pleine de prédateurs, et les autorités commencent à comprendre comment les chasser. Les marins, eux, comprennent autre chose. La fenêtre se referme. Ceux qui veulent tenter leur chance hors de la loi sentent que le temps est compté, même s'ils ne le disent pas. Chaque mois, un pirate est capturé. Chaque mois, un autre accepte une amnistie. Chaque mois, un refuge devient dangereux. Chaque mois, la mer se remplit de navires qui ne cherchent pas du sucre, mais des hommes à pendre. Et au milieu de cette mer qui se resserre, un officier subalterne formé à l'ordre tient une plume, tient des listes, tient des hommes. George Lowther, un nom encore discret, un nom qui bientôt sera écrit autrement. Pas sur un rôle d'équipage légal, pas dans un registre de cargaison, mais dans ces récits où l'encre tente de fixer ce que la mer, elle, préfère effacer. Le basculement ne ressemble jamais à une scène propre, bien éclairée, avec des répliques nettes. En mer, tout est sale, tout est humide, tout est en mouvement. Une décision se prend dans un roulis, une colère monte dans une chaleur de cale, une alliance se noue à voix basse près d'un cabestan poisseux, et quand ça éclate au milieu des cordages, des seaux, des jurons, des odeurs de graisse et de poudre. Le Gambia Castle n'est pas seulement un navire, c'est une entreprise armée, une coque qui porte des canons parce que le commerce dans l'Atlantique n'est jamais loin de la guerre. Une coque qui porte des chaînes parce que le profit dans l'Atlantique n'est jamais loin de l'esclavage. Et dans cette entreprise, George Lowther est un homme de confiance, un officier qui sait tenir un quart, faire exécuter une manœuvre, compter des rations, écrire des lignes qui engagent des vies. On imagine la scène avant la rupture comme une accumulation de petites humiliations et de petites peurs. Le capitaine qui promet une prime et la retarde. Les vivres qui diminuent alors que la traversée s'allonge. Le biscuit qui craque sous la dent avec ce goût de poussière et de charançon. L'eau qui sent le bois pourri. Les hommes qui toussent, qui crachent, qui se grattent jusqu'au sang à cause des poux. Les coups de garcette qui tombent pour un nœud mal fait, pour une seconde de retard, pour une insolence. Et en dessous, la cale. La cale qui respire, la cale qui gémit. La cale où l'on a entassé des êtres humains comme on entasse des ballots, avec cette logique froide qui dit « plus on en met, plus on gagne, et tant pis pour ceux qui ne survivront pas ». Sur un négrier, la discipline n'est pas seulement une règle de navigation, c'est une obsession. Parce que l'équipage sait une chose, ils sont moins nombreux que les captifs. Ils ont des armes, oui, ils ont des barreaux, des entraves, des verrous, mais ils ont aussi la fatigue, la maladie, l'alcool, les querelles, et il suffit d'une nuit de tempête, d'une écoutille mal fermée, d'un gardien assoupi, pour que la peur prenne une forme concrète, des mains qui arrachent, des cris, des lames, le feu, la mer. Alors on serre, on surveille, on compte, on punit, on fait des rondes, on garde les pistolets secs, la poudre à l'abri, les mèches prêtes, on impose des routines, ouvrir les panneaux à certaines heures, faire monter les captifs par groupe, les forcer à bouger pour éviter qu'ils ne meurent trop vite, les asperger d'eau, les nourrir juste assez pour qu'ils tiennent. Tout cela se fait avec des ordres et tout cela se note. Le papier suit la violence comme un greffier suit un tribunal.
L'auteur second est au centre de ce dispositif, il n'est pas le propriétaire. Il n'est pas l'armateur qui, à Londres, calcule des marges. Il n'est pas le gouverneur qui signe des autorisations. Il est l'homme qui fait fonctionner la machine au quotidien, celui qui doit transformer des instructions abstraites en gestes concrets, celui qui doit faire obéir des hommes qui n'ont pas été recrutés pour leur douceur, des marins qui ont connu la guerre, la course, les coups, la faim, des marins qui savent que la loi les protège rarement, que la paix se perd facilement, que la mer ne rend pas les morts, et c'est là que la fissure se forme, parce que la discipline, quand elle est trop brutale, ne produit pas seulement de l'obéissance, elle produit de la rancœur, une rancœur qui cherche un visage. Souvent ce visage, c'est celui du second. Le capitaine peut rester une silhouette lointaine, un homme qui apparaît pour donner un ordre et disparaît dans sa cabine. Le second, lui, est partout. Il est celui qui réveille, qui répartit, qui sanctionne, celui qui dit non, celui qui dit pas maintenant, celui qui dit encore, celui qui dit au fer. Mais un second n'est pas seulement un bâton, c'est aussi un baromètre. Il sent quand l'air change, il entend les murmures, il voit les regards, il sait quand les plaisanteries deviennent des menaces. Il sait quand un groupe d'hommes commence à se retrouver trop souvent, trop longtemps, à l'abri du vent, derrière une voile ferlée, près de la cuisine, là où le bruit couvre les mots. Il sait quand un marin, d'habitude bavard, se tait, quand un autre, d'habitude docile, répond, quand un troisième, d'habitude ivre, reste étrangement sobre. La mutinerie sur un navire marchand n'est pas un romantisme. C'est une opération. Il faut des complices, il faut des armes. Il faut neutraliser les officiers, il faut contrôler la barre, la poudre, les canons. Il faut décider quoi faire du navire, parce qu'un navire, c'est à la fois une prise et une prison. Si l'on ne sait pas le mener, il vous tue. Si l'on ne sait pas où aller, il vous livre. Et pourtant, malgré la potence qui attend les mutins, malgré les sermons, malgré les exemples, malgré les corps pendus au quai, cela arrive. Cela arrive parce que l'alternative, parfois, est pire. Mourir de fièvre, mourir de faim, mourir sous les coups, mourir sans salaire, mourir sans même la consolation d'avoir choisi. Les récits qui nous parviennent situent l'événement au début des années 1720. Le Gambia Castle est détourné, une mutinerie éclate, et l'auteur, l'officier, se retrouve non pas simplement épargné, mais porté au commandement, élu capitaine. Ce mot « élu » est un choc quand on le place dans le monde maritime anglais de l'époque. Sur un navire marchand, on ne vote pas, on obéit. Sur un navire de guerre, on obéit encore plus. L'élection, c'est une pratique qui appartient à la piraterie, à ces équipages qui, paradoxalement, inventent une forme de politique interne parce qu'ils n'ont plus d'État au-dessus d'eux, plus de tribunal qui les protège, plus de contrats qui les lient. Ils n'ont que leur cohésion. Et la cohésion, on la fabrique? Pourquoi l'auteur? Parce qu'il sait naviguer, évidemment. Parce qu'il sait commander, aussi. Mais surtout parce qu'il sait écrire. Parce qu'il sait transformer une bande d'hommes en équipage. Parce qu'il sait donner une forme à la violence. Et la forme en mer, c'est la différence entre une émeute et une organisation. Le moment précis de la mutinerie, on peut le sentir sans le voir. Un matin où le vent est tombé, où le navire avance lentement, où la chaleur rend les hommes irritables. Ou une nuit où la pluie bat le pont, où les gardes se recroquevillent, où les lanternes fument. Un cri, un coup, une porte forcée. Des pas précipités sur les planches. Le métal d'un sabre qui heurte un montant. La poudre qu'on craint de voir s'enflammer. Et très vite, la logique implacable. Si l'on hésite, on meurt. Si l'on laisse un officier libre, il rassemble des fidèles. Si l'on laisse la barre aux mains de l'ancien ordre, on est perdu. Dans ces instants, la mer ne fait pas de place à la nuance. On ligote, on enferme, on menace. On promet, on retourne des hommes, on cherche les clés, on cherche les armes. On cherche les papiers aussi, parce que les papiers disent où l'on va, ce que l'on transporte, ce que l'on vaut. Le Gambia Castle devient alors autre chose. Un navire qui a changé de propriétaire sans changer de coque, la même charpente, les mêmes voiles, les mêmes canons, mais une autre autorité. Et cette autorité, l'auteur la comprend immédiatement. Elle ne peut pas reposer sur la seule peur. La peur, oui, est utile, mais la peur seule fissure l'équipage. Elle pousse à la trahison. Elle pousse à l'assassinat. Elle pousse à la fuite dès qu'un port apparaît. Alors l'auteur fait ce qu'il sait faire. Il prend la plume. Les articles de l'auteur, ce code de bord pirate, sont l'un des éléments les plus révélateurs de sa personnalité, parce qu'un pirate qui écrit des règles n'est pas un anarchiste. C'est un administrateur de l'illégalité, un homme qui a compris que la liberté sur un navire n'existe pas. Il n'y a que des contraintes, et la seule question est de savoir qui les impose et comment on les répartit. Ces articles, dans la tradition pirate, fixent généralement des choses très concrètes. Le partage du butin,
Qui reçoit combien selon le poste, selon le risque, selon la compétence, les compensations pour blessures, un bras perdu, une jambe, un œil, et la somme correspondante comme une assurance interne, une caisse de solidarité née de la brutalité du métier. Les règles de discipline, interdiction de se battre à bord, ou obligation de régler les querelles à terre, parfois au pistolet, parfois au sabre selon des formes codifiées. Les règles de sobriété, pas toujours, mais souvent des limites, parce qu'un équipage ivre est un équipage mort. Les règles de jeu, parce que le jeu ruine, crée des dettes, crée des rancœurs. Les règles de veille, parce qu'un pirate qui dort trop longtemps finit dans les fers d'un navire de guerre. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la maintenance humaine. Et l'auteur, formé sur des navires où l'on maintient des hommes comme on maintient des pompes, c'est exactement ce qu'il fait. Le papier, encore, toujours le papier. Mais cette fois, ce n'est plus le papier de l'armateur. Ce n'est plus le papier du tribunal. C'est le papier d'un équipage qui se donne sa propre loi, parce qu'il sait que la loi du roi ne lui offrira plus rien, sinon une corde. On peut presque voir la scène, une table grossière, une cabine qui sent le bois humide, une lampe à huile, la plume qui gratte, autour des hommes qui ne savent pas tous lire, mais qui comprennent très bien ce que signifie une règle écrite. Cela signifie que le capitaine s'engage. Cela signifie que le partage ne dépend pas d'un caprice. Cela signifie que l'on peut, en théorie, demander des comptes, et cela signifie aussi que l'on peut punir ceux qui trahissent l'accord. La piraterie, à son apogée, fonctionne souvent comme une entreprise collective, pas égalitaire au sens moderne, non, mais plus contractuelle que la marine marchande. Sur un navire marchand, le marin est lié par un contrat qu'il n'a pas négocié et qu'on peut violer contre lui. Sur un navire pirate, le marin est lié par un accord qu'il a, au moins symboliquement, accepté. C'est une différence immense dans la tête d'un homme qui a été battu par des officiers et trompé par des capitaines. L'auteur devient capitaine dans ce moment précis où la piraterie est encore possible mais déjà traquée. Il ne s'installe pas dans une époque de tolérance, il s'installe dans une époque de resserrement. Les gouverneurs, les amirautés, les patrouilles, les chasseurs de primes, tout cela se met en place comme un filet. Et plus le filet se resserre, plus les pirates doivent être rapides, informés, disciplinés. La piraterie tardive n'est pas une fête, c'est une fuite organisée. Alors l'auteur commence à opérer. Les premières prises ne sont pas forcément les plus riches, mais elles sont essentielles. Elles nourrissent l'équipage, elles donnent confiance, elles fournissent des armes, des voiles, des cordages, des médicaments, des informations. Un pirate ne cherche pas seulement de l'or. Il cherche des choses qui font tenir un navire, du goudron, des clous, des toiles, des barriques, des cartes, des compas. Il cherche des hommes aussi, des charpentiers, des voiliers, des canonniers. La piraterie est un recrutement permanent parce que les pertes sont constantes et parce que la compétence est rare. Dans l'Atlantique et les Antilles, les routes sont connues. Les navires chargés de sucre, de tabac, de cacao, de rhum, de coton suivent des couloirs dictés par les vents et les courants. Les pirates se placent comme des chasseurs près des passages obligés, près des îles, près des bancs, près des détroits. Ils observent, ils attendent, ils se déguisent parfois, hissent un pavillon neutre, approchent comme un marchand, puis au dernier moment montrent les canons et le drapeau noir ou rouge selon l'humeur et la réputation qu'ils veulent imposer. La réputation, justement, devient une arme. Un pirate qui est connu pour épargner peut obtenir une reddition rapide. Un pirate qui est connu pour torturer peut obtenir une reddition encore plus rapide. Mais il s'attire aussi une haine plus intense, une chasse plus déterminée. L'auteur, au début, semble appartenir à cette génération de capitaines qui comprennent l'utilité de la règle, de la procédure, de la discipline, pas par bonté, par efficacité. Car un navire pirate doit résoudre un problème insoluble. Comment faire tenir ensemble des hommes qui ont choisi de ne plus obéir? Comment empêcher la liberté de se transformer en chaos? Comment éviter que la cupidité ne dévore l'équipage de l'intérieur? Comment maintenir une hiérarchie sans retomber dans la tyrannie qui a poussé ces hommes à se mutiner? Les articles sont une réponse. Les parts sont une réponse. Les compensations pour blessures sont une réponse. Le droit de vote sur certaines décisions est une réponse. Et derrière tout cela, il y a une idée simple. Si l'on veut que des hommes risquent la potence, il faut leur donner autre chose que des coups. Il faut leur donner une part. Une voix, une promesse de justice interne, même si cette justice repose sur le vol. L'auteur en cela est un produit parfait de la mer marchande. Il a vu comment l'injustice détruit la discipline. Il a vu comment la discipline sans légitimité produit la mutinerie. Alors il fabrique une discipline avec une légitimité de fortune, celle du contrat entre criminels. Les prises s'enchaînent. On imagine les approches, une voile à l'horizon, une silhouette lente,
un marchand qui n'a pas envie de se battre. Le pirate se rapproche, le vent gonfle les voiles, les hommes se préparent, les mèches sont allumées, les pistolets chargés. Puis le moment où l'autre navire comprend. Le moment où l'on voit, à la longue vue, des hommes courir sur le pont adverse, des voiles qu'on tente de régler, des canons qu'on sort, et souvent, très vite, le pavillon qui descend, parce que la plupart des marchands ne sont pas des héros. Ils sont des transporteurs. Ils ont une cargaison, pas une mission militaire. Ils veulent survivre. Alors on monte à l'abordage. Pas toujours dans un bain de sang. Souvent dans une tension glacée, on crie, on menace, on rassemble l'équipage adverse, on fouille la cabine du capitaine. On cherche les coffres, on cherche les papiers. Les papiers, encore, manifestes de cargaison, lettres de change, journaux de bord, passeports, certificats. Ces papiers disent où le navire allait, d'où il venait, ce qu'il transportait, qui l'attendait. Pour un pirate, c'est de l'or en information. Et puis on partage. Là aussi, la scène est moins romantique qu'on ne l'imagine. Le butin, ce n'est pas toujours des pièces qui brillent. C'est des ballots, des barriques, des tissus, des outils. Il faut estimer. Il faut décider ce qu'on garde, ce qu'on jette, ce qu'on échange. Il faut éviter que les hommes ne cachent des objets dans leur hamac, dans leurs vêtements, dans des coins de cale. Il faut punir les voleurs. Parmi les voleurs. C'est là que le capitaine pirate devient juge, et l'auteur, qui a vécu dans un monde de registres et de sanctions, sait tenir ce rôle. Mais chaque prise est aussi un signal. Chaque navire relâché porte la nouvelle. Chaque port apprend. Les gouverneurs reçoivent des lettres. Les marchands se plaignent. Les patrouilles se déplacent. Les chasseurs de pirates se mettent en route. La mer, qui semblait immense, se remplit soudain d'yeux. L'auteur doit donc bouger. Toujours. Ne pas rester trop longtemps au même endroit. Ne pas se laisser enfermer dans une baie. Ne pas se laisser surprendre par un navire de guerre plus rapide, mieux armé, mieux entraîné. Et surtout, ne pas laisser l'équipage se relâcher. Parce que le relâchement en piraterie est une forme de suicide. C'est ici que l'on comprend pourquoi l'écriture des articles n'est pas un détail folklorique, mais une clé. Un capitaine pirate qui ne sait pas organiser finit vite. Un capitaine pirate qui ne sait pas répartir finit assassiné. Un capitaine pirate qui ne sait pas maintenir une discipline minimale finit livré aux autorités par ses propres hommes contre une amnistie ou une récompense. Les autorités justement jouent sur ce levier. Elles promettent le pardon à ceux qui se rendent. Elles promettent des récompenses à ceux qui dénoncent. Elles publient des proclamations. Elles affichent des avis. Elles transforment la piraterie en marché de la trahison. Et dans ce marché, le papier est roi. Un certificat d'amnistie, une lettre de recommandation, un témoignage signé, un procès-verbal. Le papier peut sauver une vie. Le papier peut en condamner une autre. L'auteur, qui a vécu dans le monde du papier légal, comprend parfaitement ce danger. Il sait que ces hommes peuvent être tentés. Il sait que la faim, la peur, la fatigue peuvent rendre l'amnistie séduisante. Il sait aussi que certains marins ne sont pas des idéologues de la piraterie. Ils sont là parce que c'était la meilleure option à un moment donné. Si une meilleure option apparaît, ils la prendront. Alors il faut donner à l'équipage une raison de rester, une raison matérielle, des parts régulières, une raison psychologique, la fierté d'appartenir à un groupe qui tient tête, une raison pratique, la certitude que s'ils se rendent, ils ne seront peut-être pas pardonnés ou pas longtemps, parce que les amnisties dans ces années-là sont souvent conditionnelles, surveillées et parfois piégées. Le capitaine Lowther, né de la mutinerie, doit aussi gérer un autre héritage, celui du Gambia Castle lui-même. Un navire négrier n'est pas un navire neutre. Il porte une histoire, une réputation, une configuration. Il a été conçu pour transporter des captifs, pas pour courir après des prises. Il peut être lourd, moins manœuvrant qu'un sloop pirate typique. Il peut être armé, oui, mais l'armement ne suffit pas si l'on ne peut pas choisir ses combats. Alors, comme beaucoup de pirates, Lowther doit probablement adapter. Chercher un bâtiment plus rapide, échanger, capturer un navire mieux adapté et transférer l'équipage. C'est une pratique courante. Le pirate n'est pas fidèle à une coque, il est fidèle à sa survie. Le navire est un outil. On le change quand on trouve mieux. On le brûle parfois pour effacer les traces. On le coule pour ne pas le laisser à l'ennemi. Et pendant ce temps, l'équipage se stabilise. C'est un autre point crucial. La piraterie n'est pas seulement une succession de coups. C'est une communauté flottante, avec ses spécialistes, ses tensions, ses habitudes. Il y a le quartier-maître, figure centrale dans beaucoup d'équipages pirates, chargé de représenter les hommes face au capitaine, de gérer le butin, de faire respecter les articles. Il y a le maître canonnier, le charpentier, le chirurgien, parfois un vrai, parfois un homme qui a juste vu assez de plaies pour savoir couper vite. Il y a les novices, les recrues forcés, les volontaires enthousiastes, les désespérés.
L'auteur, en rédigeant des articles, donne à cette communauté une ossature, et cette ossature, c'est ce qui permet à la piraterie de fonctionner comme une entreprise criminelle, mais une entreprise quand même. Les premiers succès attirent aussi des hommes, des marins qui entendent parler d'un capitaine qui partage correctement, d'un capitaine qui ne bat pas pour le plaisir, mais qui punit selon des règles, d'un capitaine qui sait où frapper. Dans un monde où la plupart des autorités ne proposent que la misère ou la corde, un tel capitaine peut devenir un pôle d'attraction, mais chaque homme supplémentaire est aussi un risque. Plus d'hommes, c'est plus de bouches à nourrir. Plus de disputes, plus de chances d'avoir un informateur, plus de chances d'avoir un lâche, plus de chances d'avoir un ambitieux qui se voit déjà capitaine. Et l'ambition en piraterie est une maladie contagieuse parce que le capitaine pirate n'est pas un noble nommé par un roi. Il est un homme choisi par d'autres hommes. Il peut être remplacé, il peut être renversé, il peut être tué. La légitimité est fragile. Elle dépend des prises, elle dépend du partage, elle dépend de la chance. L'auteur doit donc prouver encore et encore qu'il mérite le commandement, pas par des discours, par des résultats, par des prises, par des décisions qui évitent la capture, par une capacité à sentir le danger avant qu'il ne soit visible, et le danger dans ces années-là a un visage, les patrouilles. Les navires de guerre, les sloops armés, les capitaines envoyés spécialement pour nettoyer les routes, ils connaissent désormais les repères, ils connaissent où les passes. Ils ont des informateurs dans les ports. Ils savent que les pirates ont besoin d'eau, de vivres, de bois, de réparation. Ils surveillent les endroits où un navire doit forcément s'arrêter. La piraterie devient alors un jeu de logistique, où trouver de l'eau douce sans se faire surprendre, ou caréner la coque, gratter les coquillages et les algues qui ralentissent sans être attaqué au mouillage, ou trouver des voiles neuves, ou trouver de la poudre, ou trouver des médicaments. Et comment faire tout cela en restant invisible? L'auteur, avec son esprit d'officier, comprend la valeur de l'organisation. Il comprend qu'un navire pirate qui ne tient pas ses comptes, qui ne tient pas ses règles, qui ne tient pas ses quarts, est un navire qui finira sur un banc de sable ou sous les canons d'un chasseur. C'est aussi dans cette période que se forge ce qui restera de lui, non pas un empire, non pas une île, non pas un trésor enterré, mais une manière de faire, une manière de transformer la brutalité institutionnelle en brutalité pirate structurée, une manière de prendre le langage de l'ordre, articles, parts, compensations, sanctions, et de l'utiliser contre l'ordre. Et pourtant, même dans cette organisation, la mer impose sa propre loi, un grain soudain, une voile qui se déchire, un mât qui craque, une voie d'eau, un homme qui tombe de la hune et se brise sur le pont, un autre qui se coupe et dont la plaie s'infecte. La piraterie n'abolit pas la fragilité, elle la rend seulement plus coûteuse, parce qu'il n'y a plus de port sûr, plus de tribunal ami, plus d'hôpital officiel, il n'y a que des criques, des complicités, des chirurgiens improvisés, des remèdes douteux, du rhum pour anesthésier. Dans ce monde, l'auteur avance. Il prend, il partage, il écrit, il punit, il négocie parfois, il menace souvent, il construit une réputation suffisante pour que son nom commence à circuler dans les mêmes phrases que celles où l'on parle de prise, à de routes dangereuses, de capitaines qui disparaissent. Et déjà, dans l'ombre de cette réputation, une autre silhouette se dessine, un homme plus jeune, plus brutal, plus imprévisible, Edward Lowe. Pas encore le monstre de récits ultérieurs, pas encore le symbole de cruauté que les compilations imprimeront avec gourmandise, mais déjà un marin qui a compris que la mer récompense ceux qui osent et que la peur est une monnaie. Quand l'auteur met en place ses articles, quand il montre comment on tient un équipage, quand il prouve qu'un capitaine pirate peut être à la fois chef et comptable, il crée un modèle, et les modèles en piraterie se transmettent vite parce que les hommes passent d'un navire à l'autre, parce que les équipages se croisent, s'allient, se séparent, parce que les prises fournissent des recrues, parce que les ports, les tavernes, les mouillages sont des carrefours où l'on échange des informations comme on échange des balles. Le capitaine Lowther, né d'une mutinerie sur un négrier, n'a pas seulement changé de camp. Il a emporté avec lui une boîte à outils, la discipline, l'écriture, la comptabilité, la connaissance des routes, la compréhension des peurs humaines. Et il a prouvé par l'exemple qu'on peut prendre un navire conçu pour l'ordre le plus violent, l'ordre du commerce d'esclaves, et le retourner contre ceux qui l'ont armé. C'est une ironie noire, une ironie qui colle au bois comme le goudron. Le papier contre la mer, encore une fois, les articles de Lowther, écrits pour tenir des hommes ensemble, flottent face aux proclamations des gouverneurs, aux avis de recherche, aux listes de récompenses. Deux mondes d'encre qui se font la guerre au-dessus d'une eau indifférente. Et entre les deux, des hommes qui savent que, s'ils perdent,
Il ne restera peut-être d'eux qu'une ligne dans un registre. Pendu, noyé, disparu, l'auteur, lui, continue d'écrire. Pas des mémoires, pas des confessions, des règles. Des parts, des décisions. Et chaque mot qu'il trace est une tentative de tenir tête à ce que la mer fait toujours. Disperser, effacer, avaler. Il y a un moment dans la vie d'un capitaine pirate où l'on cesse de courir après la chance et où l'on commence à courir après le temps. Les prises au début donnent l'illusion d'une abondance. On se dit que l'Atlantique est large, que les routes sont pleines, que les marchands sont lents, que les gouverneurs écrivent des lettres plus vite qu'ils n'arment des navires. Et puis, sans qu'on s'en aperçoive, l'air change. Les voiles à l'horizon ne sont plus seulement des voiles de sucre et de tabac, ce sont des silhouettes qui cherchent qui patrouille, qui ont appris. George Lauter, lui, n'a pas le luxe de l'ignorance. Il vient de l'intérieur. Il a servi dans ce monde où l'on sait exactement comment on traque un homme. On lit ses habitudes, on surveille ses besoins, on attend qu'ils doivent boire, réparer, recruter. La mer n'est pas un désert. C'est une carte de contrainte. Et un pirate, même libre, reste prisonnier de la soif, du bois qui travaille, des voiles qui s'usent, des hommes qui tombent malades. Alors il fait ce que font les capitaines qui durent un peu plus que les autres. Il transforme la piraterie en métier. Pas en fête, pas en geste romantique, en métier. Avec ses horaires, ses quarts, ses inspections, ses comptes. Et surtout avec ses réseaux, car la piraterie des années 1721-1722 n'est plus celle des grands coups d'éclat d'une décennie plus tôt, quand les Bahamas et Nassau pouvaient encore ressembler à une foire de pavillons noirs, quand l'autorité anglaise hésitait, quand les amnisties semblaient des portes ouvertes. Désormais, l'Empire a compris que la piraterie n'est pas une nuisance pittoresque, c'est une hémorragie fiscale, une menace sur les assurances, un poison dans les ports. Et quand l'Empire comprend, il imprime, il proclame, il paie, il envoie. Le papier se met à courir plus vite que les navires. Dans les tavernes des Antilles, on ne parle pas seulement de Rome et de femmes, on parle de listes, de noms, de descriptions. Un tel grand, cicatrice au visage, commande un sloop rapide. Un autre, ancien marin, se dit capitaine, mais c'est le quartier-maître qui décide. Les avis circulent, recopiés, commentés, exagérés, et chaque fois qu'un marchand rentre au port après avoir été pillé, il apporte avec lui un récit qui devient une arme. Il décrit la manœuvre, la couleur des voiles, la manière de parler, le pavillon hissé au dernier moment. Il décrit le capitaine s'il l'a vu. Il décrit surtout la peur. L'auteur comprend très tôt que la peur est une monnaie à double face. Elle peut faire baisser un pavillon sans tirer un coup. Elle peut aussi faire lever une chasse plus féroce. Alors il cherche l'équilibre. Il veut que les navires se rendent vite, mais il ne veut pas que chaque gouverneur fasse de son nom une obsession personnelle. Il veut être redouté, mais pas au point de devenir une priorité absolue. Et pour cela, il faut choisir ses cibles. Un pirate qui attaque n'importe quoi finit par tomber sur ce qui le tue. Un navire trop armé, un convoi escorté, un bâtiment qui n'a l'air marchand que de loin. La mer est pleine de pièges, et les autorités apprennent à les tendre. Un navire à pas, une cargaison qui attire, un capitaine qui fait semblant de paniquer et puis, au dernier moment, des sabords qui s'ouvrent, des canons qui crachent, et la chasse commence. L'auteur, officier devenu capitaine, a l'œil pour ces choses-là. Il sait lire une silhouette, il sait reconnaître la manière dont un navire tient sa toile, il sait ce que signifie un bâtiment qui garde trop bien son cap malgré un vent capricieux, il sait ce que signifie un équipage trop discipliné sur un pont qui devrait être celui d'un marchand, il sait aussi que la meilleure prise n'est pas toujours la plus riche, c'est celle qui nourrit, répare, informe. L'information, voilà le vrai trésor. Quand l'auteur monte à bord d'un navire capturé, il ne cherche pas seulement les coffres, il cherche les papiers, les journaux de bord, les lettres, les manifestes, les ordres, les rumeurs consignées par un capitaine prudent. Il cherche les noms des ports où l'on attend une cargaison, il cherche les dates, il cherche les routes, il cherche les vents, il cherche les habitudes, et il cherche des hommes. Parce que la piraterie est une guerre de compétences, un bon charpentier vaut plus qu'un sac de pièces. Un bon voilier capable de rapiécer une toile en pleine mer vaut plus qu'un tonneau de sucre. Un canonnier qui sait régler une pièce pour effrayer sans détruire, pour immobiliser sans couler, vaut plus qu'un bijou volé. L'auteur recrute comme on recrute dans une armée. Il prend ceux qui savent faire. Il laisse partir ceux qui ne servent à rien ou ceux qui risquent de contaminer l'équipage par leur peur. Mais recruter, c'est aussi ouvrir la porte à l'ambition. Et l'ambition sur un navire pirate n'a pas besoin de noblesse ni de commission royale. Elle a besoin d'un groupe d'hommes qui murmurent « Pourquoi pas lui ?» L'auteur le sait.
Il l'a vécu de l'autre côté quand la discipline marchande écrasait les marins et que la mutinerie devenait une tentation. Il sait que le capitaine pirate n'est jamais assis sur un trône. Il est assis sur une caisse de poudre. Il tient parce qu'il donne, parce qu'il gagne, parce qu'il partage, parce qu'il reste utile. Alors il travaille son utilité, il maintient l'écart. Il impose des veilles strictes, il fait vérifier les armes, il fait sécher la poudre, il fait nettoyer les canons. Il fait gratter la coque quand c'est possible, dans une crique, à marée basse, avec des hommes dans l'eau jusqu'à la taille, raclant, les coquillages qui ralentissent le navire comme une maladie. Il fait réparer les haubans, remplacer les poulies, goudronner les cordages. Ce sont des gestes de marine marchande, mais appliqués à une vie hors la loi. Et c'est là que se joue une différence essentielle. Beaucoup de pirates meurent parce qu'ils vivent comme si la mer allait les porter par sympathie. L'auteur, lui, sait que la mer ne porte personne. Elle tolère parfois, elle punit souvent. Dans cette période, les équipages pirates se croisent comme des meutes. Ils se reconnaissent à distance, par des signaux, par des pavillons, par des manières de manœuvrer. Ils s'observent, ils se jaugent. Ils s'allient pour un coup, puis se séparent. Ils échangent des nouvelles, des cartes, des prisonniers, des barils de poudre. Ils échangent aussi des idées, et c'est ainsi que la figure d'Edward Lowe entre dans l'orbite de l'auteur. Edward Lowe n'est pas un officier. Il n'a pas cette formation de registre et de Carl. Il vient d'un monde plus brut, plus instable, où la violence est moins encadrée par des habitudes de service. Il a très tôt la réputation d'un homme dangereux, imprévisible, capable de basculer d'une plaisanterie à une cruauté froide, mais il a aussi ce que la piraterie exige, l'audace. Cette audace qui fait qu'on ose approcher un navire plus gros, qu'on ose jouer avec le pavillon, qu'on ose menacer sans trembler, qu'on ose prendre des risques que d'autres refusent. L'audace seule ne suffit pas, elle tue vite, elle brûle les hommes comme une mèche trop courte. Pour durer, il faut une structure, il faut une méthode, il faut une manière de transformer l'audace en routine. L'auteur, avec ses articles, avec son sens de l'organisation, offre précisément cela, une grammaire. On imagine la scène, non pas comme une rencontre théâtrale, mais comme ces contacts maritimes qui se font à l'ombre d'une île, dans une baie où l'eau est calme, où les coques grincent doucement, où l'on entend les marteaux des charpentiers et les jurons des hommes qui tirent sur une drisse, deux équipages qui se regardent, des hommes qui comparent les cicatrices, des capitaines qui se parlent avec cette politesse tendue des gens qui savent qu'ils pourraient s'entretuer en 1 minute, mais ils ont intérêt pour l'instant à se comprendre. Dans ces échanges, on ne transmet pas seulement des rumeurs, on transmet des pratiques. Comment tenir un équipage sans le briser? Comment éviter les querelles de butin? Comment punir sans déclencher une vendetta interne? Comment choisir un quartier-maître qui ne soit pas un rival immédiat, mais un relais? Comment faire en sorte que les hommes aient l'impression d'être libres tout en obéissant? L'auteur n'est pas un moraliste. Il n'enseigne pas la bonté. Il enseigne l'efficacité. Et l'efficacité, dans ce monde, a une conséquence paradoxale. Elle rend la violence plus froide, plus calculée, moins impulsive, plus utile. Edward Lowe, lui, apprend vite. Il observe, il retient. Il comprend que la terreur n'est pas seulement un plaisir sadique, même si chez lui elle deviendra parfois cela, mais un outil qui fonctionne mieux quand il est soutenu par une organisation, quand les hommes savent quoi faire après le cri, quand le butin est réparti sans que l'équipage se déchire, quand la discipline empêche les ivrognes de gâcher une fuite. C'est là que le mentorat, si l'on ose ce mot, prend sa forme réelle. Pas un maître et un élève assis à une table, mais un capitaine, qui montre par la pratique comment on fait tenir une entreprise criminelle sur une mer qui se referme, et la mer se referme, justement. Les campagnes antipirates s'intensifient. Les gouverneurs des colonies, sous pression des marchands et de Londres, n'ont plus intérêt à fermer les yeux. Les amnisties existent encore, mais elles deviennent des pièges à retardement. On pardonne aujourd'hui, on surveille demain, on pend après-demain. Les ports deviennent dangereux. Les mouillages deviennent des lieux d'espionnage. Un tavernier peut être un informateur. Un pilote peut vendre une information pour une poignée de pièces. Un ancien pirate, gracié, peut devenir chasseur de pirates, parce que c'est une manière de survivre et de se venger. Le papier, encore. Les proclamations, les certificats. Les listes de récompenses. Les procès-verbaux, les témoignages. Face à cela, l'auteur doit faire ce que font les capitaines qui sentent l'étau. Il doit être mobile, mais aussi imprévisible. Ne pas suivre toujours les mêmes routes. Ne pas attaquer toujours les mêmes pavillons. Ne pas se montrer trop longtemps. Ne pas laisser de survivants trop bavards quand il ne le faut pas. Et pourtant ne pas se transformer en boucher gratuit, parce que la boucherie gratuite attire une chasse plus acharnée. C'est une ligne fine,
une ligne qui coupe. On voit alors apparaître une différence de tempérament entre Lowther et des hommes comme Edward Lowe. Lowther, malgré sa criminalité, reste un homme de règle. Il croit au contrat interne. Il croit à l'utilité d'une justice de bord, même sommaire. Il sait que la cohésion est une ressource aussi précieuse que la poudre. Edward Lowe, lui, glisse vers une logique où la peur devient un spectacle, où la cruauté devient une signature. Et cette signature, paradoxalement, peut être rentable à court terme. Un navire qui a entendu parler d'Edward Lowe peut se rendre avant même de voir les canons. Mais elle est aussi un poison. Elle transforme chaque rencontre en haine, chaque poursuite en vendetta. Lowther, en croisant sa route, en l'ayant dans son voisinage, contribue malgré lui à cette montée, parce qu'il offre à la brutalité un cadre. Il montre comment on peut être violent sans être désorganisé, et quand un homme déjà porté à l'excès reçoit une méthode, l'excès devient plus dangereux. Les alliances entre pirates, dans ces années-là, sont souvent des mariages de circonstances. On se met à 2 pour attaquer un navire plus gros. On se met à 3 pour intimider un convoi. On partage ensuite, non sans dispute. On se sépare avant que la jalousie ne tourne au sang. Les capitaines se méfient les uns des autres, parce qu'ils savent que le pouvoir sur un navire est une chose fragile et qu'un autre, capitaine charismatique, peut séduire une partie de l'équipage. Lowther doit donc gérer non seulement la menace extérieure, mais la menace latérale, les autres pirates, les rivaux, les alliés d'un jour qui peuvent devenir des concurrents le lendemain, et au milieu de tout cela, il y a la mécanique quotidienne, implacable, nourrir des dizaines d'hommes, trouver de l'eau douce, éviter le scorbut, éviter les fièvres, éviter les plaies qui s'infectent, éviter les accidents. Un pirate peut mourir sans voir un navire de guerre, simplement parce qu'une hache a glissé, parce qu'un homme est tombé d'un mât, parce qu'une tempête a arraché une voile et que le navire, ralenti, est devenu une proie. La tempête, elle, ne lit pas les articles. On imagine ces jours où le ciel se ferme, où l'air devient lourd, où la mer prend une couleur d'étain. Les hommes sentent le grain avant de le voir. Les vieux marins regardent les nuages, la manière dont ils s'empilent, la manière dont le vent tourne. On ferle, on réduit la toile, on attache tout ce qui peut voler, on cale les barils, on prie parfois, même quand on est hors la loi parce que la peur n'a pas besoin de permission, et quand ça frappe sans justice. Un mât peut casser, une vergue peut tomber, un homme peut être emporté. Le navire survit ou non? Et s'il survit, il sort de là plus lent, plus abîmé, plus vulnérable. C'est dans ces vulnérabilités que la répression trouve sa prise. Un pirate en pleine forme peut distancer un chasseur. Un pirate avec une coque encrassée, des voiles rapiécées, un gréement fatigué devient une cible. Lowther le sait. Il sait aussi que la piraterie, à ce stade, n'est plus une carrière longue, c'est une course où chaque mois réduit les refuges, où chaque port devient plus dangereux, où chaque prise augmente la probabilité d'être reconnue. Alors il mise sur la discipline et sur l'intelligence, il mise sur le fait que ces hommes, liés par des articles, tiendront mieux que d'autres. Il mise sur le fait que le partage régulier évitera les mutineries internes, il mise sur le fait que la méthode permettra d'éviter les combats inutiles, mais la méthode a une limite. Elle ne contrôle pas les hommes entièrement. Dans un équipage pirate, il y a toujours des tensions, des rancœurs, des jalousies, un homme qui estime avoir été lésé, un autre qui pense que le capitaine garde pour lui, un troisième qui veut rentrer à terre, acheter une petite maison, disparaître, vivre sous un autre nom, un quatrième qui, au contraire, ne sait vivre que dans la fuite et la violence, et ces tensions se nourrissent de l'alcool, de la chaleur, de la promiscuité, de l'odeur de sueur et de goudron, de la fatigue qui rend les nerfs à vif. Lowther, administrateur de l'illégalité, doit arbitrer, il doit punir parfois, il doit pardonner parfois, il doit faire des exemples sans déclencher une guerre interne, il doit maintenir cette fiction nécessaire que les règles sont au-dessus des hommes, même quand c'est lui qui les applique. Et pendant qu'il arbitre, Edward Lowe, lui, prend ce qu'il a appris et le pousse plus loin, plus sombre. Il comprend que la réputation peut être une arme plus rapide que les canons. Il comprend que la mer est un théâtre où les histoires voyagent plus vite que les navires. Il comprend que si l'on veut que les marchands se rendent sans résistance, il faut qu'ils aient peur avant même de voir le pavillon. Cette logique, Lowther la connaît aussi, mais il la tient encore en laisse. Edward Lowe, lui, la lâche. On peut presque sentir, dans les récits qui circulent, cette bifurcation. D'un côté, un capitaine qui cherche à durer par l'ordre interne, de l'autre, un capitaine qui cherche à dominer par la terreur. Et pourtant, ces deux voies ne sont pas séparées par un mur, elles se nourrissent. Parce que la terreur, pour être efficace, a besoin d'un équipage qui suit, et l'ordre interne, pour survivre, finit souvent par accepter des gestes plus durs,
Parce que la répression extérieure ne laisse pas de place à la douceur, la chasse, elle, ne fait pas de distinction morale. Elle ne dit pas « celui-ci est plus organisé, celui-là est plus cruel ». Elle dit « pirate » et elle tire. Les navires de guerre, les sloops armés, les chasseurs mandatés ont un avantage. La légitimité. Ils peuvent entrer dans les ports. Ils peuvent demander des informations. Ils peuvent réquisitionner des pilotes. Ils peuvent promettre des récompenses sans craindre la potence. Ils peuvent aussi, surtout, attendre. Un pirate doit agir pour vivre. Un chasseur peut patienter pour tuer. L'auteur doit donc agir sans se montrer. Il doit frapper vite, disparaître vite. Il doit parfois relâcher des prisonniers pour qu'ils portent une histoire utile, une histoire qui exagère sa force, qui décourage la résistance, et parfois, au contraire, il doit réduire les témoins, parce que trop de détails dans un port, c'est une carte offerte à l'ennemi. Le papier contre la mer. Toujours. Chaque prise produit des papiers, inventaire, part, décision. Chaque poursuite produit des papiers, rapports, avis, ordres, et au milieu, la mer efface les traces physiques, mais pas les traces écrites. Un navire peut disparaître dans un grain, mais son nom reste sur une affiche. Un homme peut mourir dans une crique, mais son nom reste dans un registre. La piraterie, paradoxalement, est une vie de disparition qui laisse des archives. L'auteur, lui, laisse surtout une idée, celle d'un code. D'une piraterie qui se donne des règles comme une petite république flottante, non pas par idéal, mais par nécessité. Et cette idée, elle voyage avec les hommes, elle voyage avec ceux qui quittent son équipage pour rejoindre un autre. Elle voyage avec ceux qui, comme Edward Lowe, prennent ce qu'ils ont vu et le transforment, car les équipages se fragmentent, ils se recomposent. Un capitaine perd des hommes dans une tempête, en gagne dans une prise. Un autre se dispute avec son quartier-maître et la moitié de l'équipage change de pavillon. Un troisième est blessé et son second prend la barre. La piraterie est un monde de transfert constant, comme une économie de la survie. Et dans cette économie, l'auteur est un point de passage, un homme qui a montré comment on passe de la mutinerie à l'organisation, comment on passe du cri à l'article, comment on passe du pillage improvisé à la campagne structurée. Mais plus la piraterie se structure, plus elle devient visible. Plus elle devient visible, plus elle devient attaquable. Les autorités apprennent à lire les signes. Elles savent que les pirates ont besoin de carénés. Elles surveillent les îles où l'on peut tirer un navire sur le sable. Elles surveillent les criques où l'eau douce est accessible. Elles surveillent les endroits où l'on peut abattre un arbre et en faire une pièce de réparation. Elles surveillent les marchés où l'on peut écouler des marchandises volées. Elles surveillent les tavernes où les pirates dépensent trop vite. Et les pirates, eux, doivent apprendre à être des fantômes, à ne pas dépenser trop, à ne pas se vanter, à ne pas se battre en public, à ne pas attirer l'attention. Ce qui est presque impossible parce que la piraterie attire précisément ceux qui ont du mal à se taire, ceux qui ont du mal à se contenir, ceux qui veulent que le monde sache qu'ils existent. L'auteur, encore une fois, tente de contenir. Il tente de faire de ces hommes des professionnels, mais il ne peut pas changer leur nature. Il peut seulement la canaliser. Et c'est là que l'on sent sous la surface une fatigue qui n'est pas seulement celle des corps, mais celle d'un système. La piraterie tardive est une piraterie de pression. Pression des patrouilles, pression des amnisties, pression des informateurs, pression des tempêtes, pression des coques qui vieillissent, pression des hommes qui rêvent de terre. Chaque décision devient plus lourde, chaque mouillage devient plus risqué, chaque alliance devient plus suspecte, chaque prise, même réussie, laisse un goût de danger, parce qu'elle attire l'attention, et pendant que l'auteur tente de tenir la barre au milieu de ce resserrement, Edward Lowe, lui, s'émancipe. Il devient capitaine à son tour, avec sa propre réputation, sa propre manière. La transmission est faite, pas une transmission de valeur, mais une transmission de technique. Comment choisir, comment frapper, comment répartir, comment tenir un équipage. Et ce qui, chez l'auteur, était une tentative de rendre la violence gérable, devient, chez Edward Lowe, un outil pour rendre la violence plus efficace, donc plus terrifiante. Le maître a donné la règle. L'élève a ajouté la cruauté. Et la mer, indifférente, continue de rouler, de polir les coques, de ronger les cordages, de gonfler les voiles, de casser les mâts. Elle ne juge pas. Elle use. L'auteur, dans ses années de reflux, avance avec cette conscience aiguë que tout peut basculer sur un détail. Une voile aperçue trop tard, un pilote qui parle, un homme qui boit trop et se vante, une crique où l'on croyait être seul et où l'on trouve des traces fraîches, un feu de camp éteint trop récemment, une empreinte dans le sable. La piraterie devient une science de la paranoïa. Et pourtant, il faut continuer. Parce que s'arrêter, c'est mourir. Se rendre, c'est peut-être mourir aussi. La corde est toujours là, au bout du papier officiel. Alors on continue, on prend, on partage.
On répare, on écrit, on efface, on recommence. Le papier contre la mer, les articles contre les proclamations, les inventaires de butin contre les avis de recherche, deux encres qui se poursuivent au-dessus d'une eau qui, elle, n'écrit rien, mais qui garde dans ses profondeurs les morceaux de bois, les canons perdus, les os, les secrets. Et dans ce monde où tout s'efface, ce qui reste parfois le plus longtemps, ce n'est pas un trésor enterré. C'est une méthode transmise, une manière de faire, une manière de tenir un navire d'hommes au bord de la potence. Une manière qui, une fois passée dans les mains d'un homme comme Edward Lowe, devient une arme encore plus tranchante. Il arrive un moment où la mer ne vous offre plus de route, seulement des issues. On ne choisit plus un cap pour gagner, on choisit un cap pour ne pas être pris. Et quand on vit de vitesse, de surprise, de rumeurs qui précèdent la voile noire, la moindre avarie devient une condamnation lente. Le bois travaille, le sel mange, le goudron craque. Les coutures des voiles, recousues et recousues, finissent par ressembler à des cicatrices sur une peau trop tendue. Les hommes aussi se défont. Les gencives gonflent, les dents se déchaussent, les fièvres reviennent par vagues, et l'odeur du pont, sueur, graisse rance, poudre, eau croupie, colle aux vêtements comme une seconde peau. On peut être capitaine, on peut être élu, on peut avoir des articles signés, on peut avoir une réputation. On reste dépendant d'un tonneau d'eau douce et d'un charpentier sobre. George Lauter a bâti sa piraterie comme on bâtit une petite administration flottante, avec des règles, des parts, des sanctions, des compensations pour les blessés, des procédures pour éviter que le butin ne devienne une guerre civile. Mais plus l'étau se resserre, plus cette administration ressemble à une forteresse en bois humide. Elle tient tant que la coque tient. Elle tient tant que les hommes croient que la prochaine prise paiera la prochaine réparation. Elle tient tant que la mer laisse le temps. Or, le temps, au début des années 1720, devient une denrée plus rare que l'or. Les gouverneurs des îles, poussés par les marchands, par les assureurs, par Londres, ne se contentent plus de soupirer et d'écrire. Ils arment, ils commissionnent, ils promettent des récompenses, ils publient des proclamations d'amnistie qui ressemblent à des portes ouvertes, mais dont les gonds grincent. On pardonne à condition de se présenter, à condition de livrer des noms, à condition de prouver qu'on a cessé. Et derrière la promesse, il y a la liste des hommes recherchés, la liste des navires suspects, la liste des ports où l'on doit surveiller les achats de poudre, de toile, de clous, de rhum. Le papier devient une mer parallèle, une mer d'encre, et cette mer-là a des courants rapides. Dans les ports, les tavernes changent de ton. On y parle moins fort, on y écoute davantage. Un marin qui dépense trop vite attire les regards. Un homme qui ne sait pas expliquer d'où vient sa montre, son anneau, sa veste neuve, devient une énigme dangereuse. Les aubergistes apprennent à sourire et à retenir. Les pilotes apprennent à vendre des informations comme on vend des poissons, au poids, au jour, au meilleur prix. Et les anciens pirates, ceux qui ont accepté une grâce, deviennent parfois les plus zélés des chasseurs parce qu'ils connaissent les criques, les habitudes, les signes. Ils savent où l'on carène. Ils savent où l'on trouve de l'eau. Ils savent comment un équipage pirate se comporte quand il croit être invisible. L'auteur, qui vient de la discipline marchande, comprend cette logique mieux que beaucoup. Il sait que la chasse ne se gagne pas seulement au canon, elle se gagne à la patience, à l'attente, à l'information, à la capacité de faire de la mer un piège en surveillant les besoins les plus simples, boire, manger, réparer, recruter. Alors il se fait plus prudent, plus mobile, plus parcimonieux. Il évite les mouillages trop connus. Il cherche des anses où l'on peut se cacher derrière une langue de sable, où les mangroves étouffent le bruit, où la fumée d'un feu se dissipe vite si l'on cuisine à l'aube. Il impose des veilles plus strictes. Il fait vérifier les armes, non pour le panache, mais pour la fuite. Un canon mal calé, une poudre humide, une mèche mal entretenue, et c'est la différence entre un navire qui s'échappe et un navire qui se rend. Mais la prudence a un coût, elle affame. Un pirate prudent prend moins, et un équipage qui prend moins commence à compter, à murmurer, à comparer, à se demander si le capitaine a encore la main heureuse, ou s'il est devenu un homme qui recule. Sur un navire pirate, la légitimité n'est pas un parchemin. C'est une suite de repas, de parts distribuées, de décisions qui semblent justes. C'est une impression collective que la chance est encore là, ou qu'au moins le capitaine sait où la trouver. Quand cette impression se fissure, les articles, si bien écrits soient-ils, deviennent du papier mouillé, et c'est là que l'ombre d'Edward Lowe plane, même quand il n'est pas présent. Edward Lowe, lui, a compris une autre économie, celle de la terreur. La terreur comme raccourci, comme accélérateur. Un navire qui a entendu parler de lui peut amener ses couleurs sans attendre le premier coup. Un capitaine marchand, s'il croit que la capture signifie la torture, la mutilation, la mort,
choisira parfois la reddition immédiate plutôt que le combat. C'est ignoble, c'est efficace, et c'est précisément ce qui rend la répression plus féroce. Plus les récits sont atroces, plus les autorités ont intérêt à faire un exemple. L'auteur, en ayant montré à Law comment organiser un équipage, comment répartir, comment tenir une discipline, a donné à cette cruauté future un châssis solide. Une violence structurée est plus dangereuse qu'une violence ivre. Elle se déplace mieux, elle frappe mieux, elle laisse moins de place au hasard. Et le hasard, justement, commence à manquer à l'auteur. Les prises deviennent plus difficiles, les routes sont surveillées, les convois se regroupent, les marchands apprennent à naviguer avec escorte ou à armer davantage leurs bâtiments. Les capitaines marchands, qui autrefois pouvaient être des hommes de commerce peu familiers du combat, se transforment en hommes de prudence armés. On voit des sabords peints pour tromper, des canons cachés, des équipages entraînés à fermer les panneaux, à se mettre à couvert, à tirer une bordée disciplinée. On voit aussi des navires à pas, des bâtiments qui feignent la faiblesse, qui laissent croire à une proie facile, puis révèlent une batterie et un détachement prêt à l'abordage. Dans ce monde, l'œil de l'auteur, son expérience d'officier, lui sert encore. Il sait lire une silhouette, il sait reconnaître un navire qui tient trop bien sa toile, un bâtiment qui ne dérive pas comme il devrait, un pont trop propre, un équipage trop calme. Il sait que la mer ment et que les hommes mentent plus encore. Mais même le meilleur lecteur de silhouette ne peut pas lire l'intérieur d'une coque fatiguée. Un navire pirate, surtout un sloop ou un petit bâtiment rapide, vit sur la limite. Il est rapide parce qu'il est léger. Il est léger parce qu'il est fragile. On le surcharge de prises, de barils, de toiles, de poudre, de vivres, et il perd sa nervosité. On le pousse, on le fait courir, on le fait virer, et les membrures gémissent, les pompes travaillent, l'eau s'infiltre, on colmate avec du chiffon, du goudron, de la toile. On prie pour trouver une plage où caréner sans être vu. Caréner, c'est se mettre à nu, c'est tirer le navire sur le sable, le coucher presque, exposer sa coque, gratter les coquillages, réparer les fissures, remplacer des planches, calfatage après calfatage. C'est un travail de forçat, dans la chaleur, avec des moustiques, avec le soleil qui brûle la nuque, avec l'eau jusqu'aux genoux, avec des outils qui rouillent, et pendant ce temps-là, on est immobile, on est vulnérable, on est une cible. Les autorités le savent. Elles surveillent les endroits où l'on peut caréner. Elles envoient des sloops rapides, des chasseurs qui n'ont pas besoin de prendre des prises, seulement de trouver. Et quand ils trouvent, ils n'ont pas à négocier. Ils tirent, ils brûlent, ils capturent, ils ramènent des hommes pour les procès, et les procès, eux aussi, sont du papier. Des dépositions, des listes de noms, des récits qui deviennent des preuves. L'auteur a vécu assez longtemps pour comprendre que la mer ne suffit pas à effacer. Il faut aussi éviter l'encre. Alors il se fait plus secret, il limite les contacts, il choisit des mouillages plus éloignés, il tente de contrôler ses hommes, de les empêcher de descendre à terre trop souvent, de se saouler, de se vanter, de se battre. Mais empêcher un pirate de descendre à terre, c'est comme empêcher un homme assoiffé de boire. On peut le faire un temps, pas indéfiniment. Et l'équipage, dans ces années de reflux, devient une matière instable. Certains veulent rentrer. Ils ont une part ou l'illusion d'une part. Ils rêvent d'un nom changé, d'un port où personne ne les connaît, d'une petite boutique, d'un champ, d'une femme, d'une vie où l'on dort sans écouter le vent. D'autres, au contraire, ne savent plus vivre autrement. Ils ont brûlé leurs ponts, ils ont frappé, tué, pillé. Ils savent que la terre, pour eux, n'est pas un refuge, mais un tribunal. Cela pousse à continuer, à prendre plus, à frapper plus fort, à ne pas laisser de témoins. Et entre les deux, il y a les opportunistes, ceux qui suivent la direction du vent moral, aujourd'hui pirates, demain chasseurs, après-demain repentis, selon ce qui paye. L'auteur doit gouverner cette foule d'intentions contradictoires avec des outils simples, la part, la punition, la promesse. Il a ses articles, oui, mais un article ne calme pas une faim. Un article ne répare pas une voile. Un article ne fait pas disparaître un navire de guerre à l'horizon, et l'horizon justement se peuple. On imagine ces journées où la mer est trop calme, où le soleil écrase tout, où l'air tremble au-dessus de l'eau, et où, au loin, une voile apparaît. Une voile qui ne vient pas vers vous comme un marchand pressé, mais qui semble vous couper la route. Une voile qui garde une distance, qui observe. Une voile qui a le temps. Les hommes se taisent. On plisse les yeux. On cherche la forme de la coque. On cherche la hauteur du mât. On cherche la manière dont elle remonte au vent. On cherche le signe qui dira « proie » ou « chasseur ». Dans ces instants, la piraterie n'a rien de romantique. C'est une sueur froide. C'est une main qui serre une longue vue. C'est un ordre murmuré. Réduisez la toile. Changez de cap. Pas de fumée.
pas de bruit. Et parfois, malgré tout, le chasseur se rapproche. Alors il faut courir. Et courir, c'est usé. Chaque fuite arrache un peu plus de vie au navire. Chaque manœuvre sous tension fatigue les cordages. Chaque rafale prise de travers menace un mât déjà fragilisé. La mer devient un atelier de réparation permanent, mais sans port, sans réserve, sans sécurité. C'est dans ce contexte que la fin de l'auteur prend sa forme la plus cruelle. Non pas une grande bataille, non pas un duel de pavillons, mais une dégradation matérielle, une série de contraintes qui se referment jusqu'à l'accident. Les sources, comme souvent pour les pirates, deviennent plus floues au moment où l'on voudrait des détails. On sait qu'il disparaît des récits après l'échouage de son bâtiment et qu'on le tient généralement pour mort en 1723. On sait aussi ce que signifie un échouage dans ces eaux. Ce n'est pas seulement un navire qui touche le sable, c'est une entreprise entière qui s'arrête net. Un navire échoué, c'est un animal blessé. Il ne peut plus fuir. Il ne peut plus choisir. Il est livré au vent, à la marée, au regard. Si la marée ne le libère pas, il faut alléger, jeter des canons, des barils, des vivres, parfois même des prises précieuses, pour espérer le faire flotter. Il faut travailler comme des damnés, avec des palans, des ancres jetées au large, des hommes dans l'eau qui poussent, qui tirent, qui jurent. Et pendant ce temps, on est immobile, on est visible, on est vulnérable à la première voile armée qui passe. Et même si aucun chasseur n'apparaît, l'échouage est une fracture morale. Les hommes voient d'un coup que la chance a tourné, que la mer qui était leur allié, leur route, leur refuge peut devenir leur prison. Ils voient que le capitaine, si méthodique soit-il, ne commande pas aux bancs de sable, aux récifs, aux courants traîtres. Dans un équipage pirate, ce genre d'événement déclenche des réactions en chaîne. Certains veulent sauver ce qui peut l'être et partir sur des embarcations plus petites. D'autres veulent rester, réparer, tenter de remettre le navire à flot. D'autres encore pensent déjà à la trahison. Se rendre, négocier, livrer des noms en échange d'une corde un peu moins serrée. Les articles, dans ces moments-là, sont mis à l'épreuve. Le papier contre la mer, mais aussi le papier contre la panique. L'auteur, homme de règles, se retrouve face à ce que les règles ne peuvent pas résoudre, la dispersion. On peut imaginer la scène sans la théâtraliser. Une côte basse, des palmiers, une chaleur lourde, le bruit des vagues sur un récif, le navire incliné, gémissant à chaque mouvement de la mer, des hommes qui transportent des barils sur la plage, qui enterrent peut-être des choses, non pas pour les légendes, mais pour alléger, des armes posées sur le sable, des regards qui se croisent, et cette question muette dans les yeux. Qui commande encore quand le navire ne répond plus? C'est là que la fin de l'auteur devient presque une disparition administrative. Il n'y a plus de prise à enregistrer, plus de journaux de bord à saisir, plus de témoins marchands pour raconter « le capitaine Lauter a fait ceci ». Il y a un homme quelque part sur une côte, avec des survivants, avec des ennemis potentiels, avec la faim, avec la peur, avec la possibilité d'être capturé ou tué sans que personne ne le sache immédiatement. Les récits ultérieurs, ceux qui compilent la piraterie comme on compile des crimes, évoquent souvent une mort violente ou un suicide. Ce n'est pas un détail gratuit. Le suicide dans ce monde n'est pas une posture romantique. C'est une décision froide face à la potence, face à la perspective d'être traîné dans un port, jugé, exposé, pendu, puis laissé à pourrir dans une cage de fer au bord de l'eau. Avertissement pour les autres. Beaucoup préfèrent la mer. Beaucoup préfèrent une balle. Beaucoup préfèrent disparaître sans procès. Et si l'auteur s'est effectivement donné la mort, il l'a fait peut-être avec cette lucidité d'homme de papier. Il sait ce que l'encre fait au nom. Il sait qu'un procès transforme un homme en exemple, en récit officiel, en leçon. Il sait que la répression a besoin de corps, de confessions, de listes. Refuser cela, c'est refuser d'être utilisé une dernière fois. Mais même sans suicide, même sans scène finale nette, la logique est la même. L'homme qui a tant écrit, qui a tant organisé, finit, avalé par ce que l'écriture ne peut pas retenir. Une côte, un échouage, une dispersion. Un nom qui cesse d'apparaître dans les rapports. Et pendant que l'auteur s'efface, Edward Lowe, lui, continue d'exister dans l'encre. C'est l'ironie la plus dure. Celui qui a cherché à rendre la piraterie gouvernable, presque rationnelle, laisse moins de traces que celui qui la rend monstrueuse. La cruauté dans les archives est un projecteur. Elle attire les témoignages, les descriptions, les détails. Les survivants se souviennent mieux de l'horreur que de l'organisation. Les gouverneurs écrivent plus vite quand le récit est atroce. Les imprimeurs vendent mieux quand le sang coule. L'auteur, lui, a été un pirate de transition, un homme du reflux. Il a navigué à l'époque où l'âge d'or se referme, où les refuges se raréfient, où Nassau n'est plus une promesse, où les amnisties sont des filets, où les patrouilles apprennent les criques.
Il a été un produit de la mer marchande et de sa brutalité légale, et il a transformé cette brutalité en système pirate. Par, discipline, article, il a pris l'ordre du monde qu'il fuyait et l'a retourné contre lui comme on retourne un canon capturé, et pourtant ce qu'il laisse, ce n'est pas un trésor enterré, ce n'est pas une île à son nom, ce n'est même pas une mort certaine, datée, localisée, racontée par 10 témoins. Ce qu'il laisse, c'est une méthode qui survit dans les mains des autres. Les articles de l'auteur, ce papier de bord, ce contrat de fortune, appartiennent à cette tradition pirate qui se veut plus équitable que la marine marchande, plus prévisible que le caprice d'un capitaine royal. On y trouve l'idée que le butin se partage selon des parts définies, que les blessures donnent droit à compensation, que certaines fautes sont punies, que le jeu, l'alcool, les querelles peuvent être encadrés. Ce n'est pas de la démocratie au sens moderne, c'est une technique de survie collective, une manière de faire tenir ensemble des hommes qui, autrement, se déchireraient avant même d'avoir vu un navire marchand. Mais cette technique, une fois transmise, n'appartient plus à son auteur. Edward Lowe et d'autres comme lui peuvent prendre l'ossature et y greffer leur propre tempérament. Ils peuvent garder la discipline et ajouter la terreur. Ils peuvent garder le partage et ajouter la torture. Ils peuvent garder l'efficacité et supprimer la retenue. Et alors, ce qui était chez l'auteur une tentative de contrôler la violence devient, chez d'autres, une manière de la rendre plus rentable. C'est ainsi que l'héritage de l'auteur devient presque invisible. Il est partout dans les pratiques, mais rarement dans les noms, comme un vocabulaire qu'on utilise sans se souvenir de celui qui l'a fixé. Et l'autre ironie, c'est que l'État lui aussi fonctionne par papier. Les proclamations d'amnistie, les avis de recherche, les rapports de capitaine de patrouille, les procès-verbaux, les dépositions, les listes de récompenses, tout cela compose une machine qui, à la fin, gagne moins par la force brute que par la saturation. On rend la mer plus petite en la couvrant d'encre, on réduit les refuges en les nommant, on transforme les criques en points sur une carte, on transforme les pirates en descriptions, on transforme les rumeurs en dossiers. L'auteur a joué à ce jeu-là, à sa manière, avec ses propres papiers. Il a écrit pour tenir, l'État écrit pour pendre. Deux écritures qui se poursuivent au-dessus d'une eau indifférente, et l'eau, elle, finit par trancher. Un navire échoué, un capitaine disparu, des hommes dispersés, certains capturés, d'autres noyés, d'autres redevenus marins sous un autre nom, d'autres encore passés chez un autre pavillon noir. La mer avale les corps, mais l'encre garde les silhouettes. Elle garde les noms qui servent, elle garde ceux qui font peur, elle garde ceux qui font vendre. George Lauter, paradoxalement, a été assez important pour former, assez organisé pour influencer, assez dangereux pour être traqué, et assez malchanceux ou assez usé pour disparaître sans la grande scène que l'histoire aime. Il reste alors cette image presque tactile. Un homme qui a vécu par le papier, qui a tenu un équipage par des articles, qui a cru qu'une règle pouvait dompter la tempête humaine, et qui finit face à la seule force qui ne signe rien, ne promet rien, ne gracie personne. La mer, le sel, le bois qui cède. Et quelque part, dans un port, un autre homme, plus jeune, plus cruel, plus célèbre, utilise la méthode apprise et ajoute sa propre signature. Le professeur s'efface, l'élève devient la légende noire, et l'encre, fidèle à sa nature, choisit ce qui choque plutôt que ce qui explique.